Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Salut à tous, c'est un kiff de vous retrouver pour encore un nouvel épisode. Donc là je pense qu'on peut, sans être trop prétentieux, dire qu'on a lancé la machine. Ça va être le troisième enregistrement, et donc s'il arrive sous vos yeux forcément, le troisième enregistrement qui a été monté post-produit et mis à votre disposition. Donc voilà, la machine est lancée, j'espère pour un bon moment, j'espère que ça vous réjouit, entre guillemets, autant que moi. Alors je commence tout de suite l'épisode en vous partageant quelque chose d'assez vraiment même très cool. C'est que là il est 6h et quelques, je viens d'arriver dans la forêt. J'ai fait mes petits réglages, vous savez, petits réglages des armes du crime avant de passer à l'action. Et j'entendais une espèce de petit bruit dans les feuillages un peu loin derrière moi. On est dans une forêt très préservée où il n'y a pas âme qui vive le matin. Donc c'est pas non plus incroyable d'entendre des petits animaux, mais c'était quand même, en tout cas mes oreilles me disaient, il y a quand même du poids, il y a quand même quelque chose de conséquent qui fait ce bruit-là. Et je faisais pas gaffe, j'étais en train de régler quelques trucs, et puis à un moment donné je me retourne, j'entends qu'il y a un bruit. Alors c'était près de moi, mais c'était quand même à quelques bonnes dizaines de mètres, il y avait une biche que j'ai malheureusement pas du tout eu le temps de filmer. Qui ne m'a d'ailleurs absolument pas calculé. C'était assez étrange, entre guillemets, parce que c'est des animaux qui ont tendance à vachement, de ce que je sais, se méfier, être très alertes de leur environnement, des potentiels prédateurs et surtout des chasseurs qui peuvent être dans les environs. Et donc il y avait une petite biche. Alors le gabarit m'a vraiment semblé petit. C'était pas un faon, mais c'était vraiment une petite biche de forêt, je sais pas comment on appelle ça. Et je sais pas, ça fait quelque chose. T'es là sur tes machines, iPhone 14, stabilisateur, micro, fusée, tout ce que tu veux, en train de bidouiller dans ton coffre pour les régler avant de pouvoir enregistrer un podcast d'une énorme valeur pour le délivrer à ton abonné. Et hop, tu te retournes et là, tu te retrouves complètement propulsé dans la vie sauvage. Et ça fait quelque chose. Donc, je suis désolé de ne pas avoir été assez vif et compétent pour filmer cette magnifique biche. Elle était très très belle. Et dans la petite lumière du matin qui se lève à travers les arbres, il y avait vraiment un tableau à faire. C'était vraiment magnifique. Et ça me met dans une excellente humeur et une excellente disposition pour vous faire ce podcast. Alors aujourd'hui, j'espère qu'il ne va pas y avoir de trop gros ratés entre guillemets avec le cadre. J'ai essayé de tirer des leçons d'hier. J'ai remarqué qu'hier, il y en a qui ça fera certainement rire. Donc quand je dis hier, c'est l'épisode précédent. Il y a des moments où... Alors évidemment, ça ne concerne pas les gens qui ne font que écouter ce podcast sans regarder la vidéo qui va avec sur YouTube, que j'embrasse très très fort. Vous êtes tout aussi précieux et vous me faites tout autant honneur et tout autant plaisir à m'écouter et à me suivre. Mais pour ceux qui ont le support vidéo, c'est vrai qu'hier, on va pas se mentir, il y a eu un moment donné ou deux où on voyait que la moitié de ma gueule à l'écran. Comme je vous l'avais expliqué au cours de l'épisode, c'est parce qu'en fait, là je vais pas vous le montrer parce que je peux pas, mais ce qui me filme, je n'ai pas de retour en fait sur ce qui me filme, donc je me dispose, si vous voulez, un peu à l'œil comme ça par rapport à la caméra, et il se trouve que la manière que j'avais de me disposer par rapport à la caméra, elle était un peu trop basse, je pense, au niveau cadrage. Donc en gros, pour vous donner un ordre d'idée, il y avait, je pense, pas mal de rushs où on voyait la moitié de ma tronche à l'écran, ce qui n'est pas forcément grave, puisqu'on n'est pas non plus sur une tronche à $1 million, donc peut-être que ça vous soulageait à certains moments de plus trop voir en intégralité ma ganache, mais voilà, j'essaye de progresser petit à petit, j'essaye de vous faire un rendu le plus quali possible, mais qui ne me prenne pas non plus
18 heures par jour de post-prod, etc. Le but, c'est que tout ceci dure. En tout cas, c'est ce que moi, je souhaite. Voilà. C'était pas forcément aussi précis dans mon esprit au tout début, mais moi, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que ça dure pour pouvoir accumuler toutes ces sessions de marche avec vous et de réflexion. Du coup, j'avais des petits impératifs pour ce nouvel épisode, pour aujourd'hui, et parmi eux, il y avait le fait d'arriver avec quelque chose de plus structuré. Donc aujourd'hui, il y a, entre guillemets, pas vraiment un plan, mais en tout cas, j'ai une petite liste de secours. Déjà, pour commencer, pour vous donner une idée de ce qui vous attend et voir si ça va pas vous donner envie de vous enfuir tout de suite. J'avais fait le constat hier qu'en fait, dans l'euphorie et dans l'exécution qui était la priorité de ce début de format, j'avais pas vraiment pris la peine de trop expliquer qui je suis, ce que je fais, pourquoi je le fais surtout, parce que je partais d'un postulat un peu naïf, qui est pas forcément idiot, mais que la plupart des gens, on va dire des primo-écoutants, les premiers qui vont tomber sur ce format et m'écouter jacter comme un débile entre les arbres, il y a de très fortes chances que ce soit des gens qui me connaissent de près ou de loin, par LinkedIn ou par d'autres supports, voire même des gens de mon entourage. Si vous êtes ma femme, si vous êtes mon oncle ou si vous êtes ma mère, je vous embrasse. Et ce postulat-là n'est pas forcément faux, mais sur, on va dire, une vision plus long terme et plus inclusive, on va dire. Inclusive, c'est pas le bon mot, mais en tout cas accueillante. Il faut aussi quand même donner la possibilité aux gens qui débarqueraient de nulle part et qui me connaissent absolument pas, étant donné que je suis pas encore à la hauteur de Kylian Mbappé en termes de renommée internationale. Ça pourrait être intéressant de vous dire un petit peu qui je suis, voilà. Donc après cette intro beaucoup trop longue, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner 2-3 billes sur mon parcours rapidement. Et puis voilà ce que je fais aujourd'hui, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, ce que j'aimerais faire peut-être avec d'ailleurs ce podcast-là. Ça m'intéresserait d'avoir vos avis. Et puis j'ai 2-3 trucs à vous dire sur ce que j'ai fait cette semaine. Alors c'est pas pour vous expliquer quelle recette de salade de quinoa j'ai voulu faire ou quoi que ce soit, mais c'est plus des gens avec qui j'ai eu le kiff de travailler ou de croiser cette semaine. Voilà, donc pour vous donner un petit peu plus de billes et de précision sur mon parcours, déjà moi je suis né à la toute fin des années 80, je suis né en 89, à la toute fin de 89. Donc j'ai grandi par la force des choses dans les années 90, et tout ça c'est pas extrêmement intéressant, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je suis arrivé sur Terre à l'époque où il y avait encore assez peu de tech et d'internet et d'ordinateurs et d'outils de ce type-là. Il y en avait, il y en avait avant que je naisse. Mais quand j'ai été enfant et après adolescent, c'est là où, en tout cas dans nos sociétés, l'essor a eu lieu. Et où les ordinateurs sont arrivés dans les foyers, où les premiers jeux, etc. Enfin bref, voilà. C'était juste pour vous faire cette petite parenthèse-là, mais j'ai vécu cette époque qui est passée vraiment de 0 à 1 en termes d'équipement informatique domestique, si j'ose dire, et donc d'accès à l'informatique, d'accès à finalement ensuite Internet. Vous savez, avec les vieux, pour ceux qui ont connu ça, les vieux modems, les vieilles box dégueulasses qui faisaient un bruit de machines du futur pour s'allumer, qui coupaient le téléphone si on voulait aller surfer sur Internet et encore surfer. Donc gamin de la fin des années 80, ayant grandi dans les années 90, donc moi je suis de Paris, scolarité typique d'un petit qui est pas très intéressé par l'école, un petit peu, pas insolent, mais un petit peu petit con, mais jamais hostile, jamais nuisible pour autrui ou même pour les personnes qui prenaient la peine et le temps de nous apprendre, en tout cas de tenter de nous apprendre des choses. Mais voilà, j'ai toujours été un petit cancre, volontairement cancre. Ça m'ennuyait de travailler pour des notes. Il n'y avait pas vraiment de rébellion militante dans cette attitude-là, c'est juste que j'étais un petit branleur. J'avais des facilités dans la plupart des matières. Les profs me rentraient un peu dans la tronche parce que j'avais ce côté oh là là, ça m'emmerde de bosser. Mais ils savaient que je ferais rendez-vous le jour J dans tout ce qui était des examens, des contrôles, etc. Donc voilà, donc scolarité passable. Rien de phénoménal, rien de bien méritant. Et puis après, moi, j'ai commencé à bosser très vite, tout de suite. Même avant d'ailleurs de finir ma scolarité.
travailler dans le sens avoir un vrai travail, payé. Donc j'ai touché mes premiers salaires assez tôt, ce qui, je pense, façonne aussi pas mal de choses dans l'esprit d'un jeune, d'un ado. Pour toucher ses premiers billets, ses premières payes à plusieurs chiffres, encore heureux, mais à 3 chiffres, 4 chiffres, quand on a 14-15 ans, alors que voilà, l'essentiel de vos petits camarades, pour l'instant, sont bloqués chez eux à jouer à la N64 ou à rien foutre. Ça crée une espèce de dynamique dans le cerveau qui est, je pense, assez intéressante, mais qui pourrait avoir plus tard des petites conséquences aussi nuisibles, et ça, je vous en reparlerai. Donc voilà, donc je bosse assez tôt. Moi, très vite, je me concentre, parce que je comprends que c'est là où j'ai je sais pas pourquoi, une quelconque valeur ajoutée, mais surtout ce qui va être un peu intensif comme boulot, et qui tourne autour des métiers de bouche, de l'accueil, de la restauration. Donc je fais les marchés, je fais un peu de manutention, je fais de la restauration un peu à tous les postes, je vais en cuisine, je vais à la plonge, ça je l'enlèverai jamais de mon CV. J'ai passé un peu de temps à la plonge dans des restaurants, et c'est les années où j'ai le plus rigolé, je crois. Et après, j'étais dans un endroit un petit peu particulier. Donc j'étais à la plonge, j'étais dans la cuisine, j'étais dans la salle, etc., etc., sur les marchés, dans les boîtes de nuit. J'ai pas fait d'hôtel. À proprement parler, c'était pas trop ma came. C'est même pas du tout ma came. Déjà que la restauration, c'était limite pour moi. Mais bon, voilà. Donc c'est là où j'ai fait mes billets, j'ai fini par bosser. Et en fait, par la force des choses, là où on fait ses premiers billets quand on est gamin, si on se bouge pas ou s'il n'y a pas X choses qui nous ramènent sur un chemin différent, bah en fait, on finit par y rester. Là où on fait nos premiers billets, il n'y a aucune raison d'ailleurs d'aller ailleurs. Puisqu'on a accumulé de l'expérience, on commence à se faire un petit nom, quand je dis un petit nom, tranquille, hein. Mais c'est-à-dire qu'entre les quelques petits patrons qui m'ont fait bosser, ils se sont tous fait des passes décisives en mode bon bah un tel bosse bien, tiens, prends-le. Au début, tu fais un extra, et puis après, tu finis par splitter en deux ton planning. Moi, j'ai souvent eu dans ma vie, entre mes 18 et mes 30 ans, enfin entre mes 18 plutôt et mes 26 ans, j'ai souvent eu 2 boulots en même temps. Sachez que dans la restauration, ça se fait énormément. Quand je dis 2 boulots en même temps, c'est qu'en fait, j'avais trouvé des contrats assez intéressants où je faisais le manager d'un resto, ou bosser en salle dans un resto où tu bosses, je sais pas moi, de 18h à 1h du matin. Et pour les gens de la restauration, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'appelle un mi-temps. Même si le nombre d'heures est au rendez-vous par rapport à la taille des contrats standards en France. Et donc, bah, rien ne m'empêchait de prendre un boulot, entre guillemets, la première partie de journée, donc un petit 11h, 15h ou un petit 11h, 16h dans un autre resto pour le service du midi, ou aller faire un peu de manute chez mes potes qui tenaient des stands sur les marchés ou dans leurs boutiques, etc. Et en fait, bon, bah, on va pas se cacher, ça ramène des sous, ça met du beurre dans les épinards, et du beurre de qualité. Donc finalement, bah, on voit vite les années passer, on reste là-dedans. Moi, j'ai pris des responsabilités. C'est pas du tout un métier qui m'a épanoui, mais alors vraiment, quand je vous dis pas du tout, c'est sincère, ça vient du fond du cœur. Je pense que les métiers de service, comme la restauration, après ça va dépendre de votre tempérament, attention, hein, je suis pas en train d'essayer de briser des vocations ou quoi, mais d'ailleurs si c'est une vocation, c'est je pense la seule bonne raison de bien faire ce métier-là. Et puis il y a des écoles excellentes qui existent. J'avais plein de copains, moi, qui étaient voilà, j'ai plus le nom des écoles, mais dans les écoles de service, dans les écoles d'hôtellerie. Mais la plupart des gens que vous croiserez dans ce métier, la plupart des gamins que vous croiserez dans ce métier n'ont pas du tout fait d'école d'hôtellerie, ils sont là un peu par défaut. J'allais dire, les métiers de service, ouais, c'est un truc qui vous aspire un peu l'âme. Servir les gens, il y a des pays où ça fait strictement rien à l'organisme, où tout le monde est content, où tout le monde est satisfait, quand ça se passe bien évidemment, et où on en ressort enrichi, grandi, etc. Il y a des pays et des contextes, on va dire des types d'établissements où voilà, c'est que du positif. En France, on n'est pas les champions pour faire ressortir les gens d'une expérience de service en y travaillant comme des gens épanouis. On n'est vraiment pas des champions. Et en plus de ça, voilà, moi j'ai travaillé dans des établissements où très vite ça a été un peu de la clientèle un peu haut de gamme, etc. Ou moins haut de gamme, mais en tous les cas où ça arrive souvent que le client pense un petit peu trop qu'il est temporairement empereur dans votre vie parce que entre 12h30 et 13h15, il est venu bouffer son tartare à 14 €, et que dans sa tête, ça lui donne le droit de vous parler comme s'il était maître esclavagiste de l'ancien temps, et que vous n'étiez qu'une
une infime ligne de plus sur sa comptabilité d'esclaves et de ressources humaines. Donc bref, tout ça pour vous dire que moi qui ai un tempérament un petit peu pas explosif parce que c'est pas vrai, mais qui va vite réagir au manque de respect, qui va vite réagir aux injustices entre guillemets banales, et qui en plus de ça ait du mal à m'écraser. Pour ceux qui on est des millions à dire ça, ouais, moi je suis plutôt du genre à pas m'écraser. Enfin, ça doit être vrai pour tous les gens qui le disent dans certains contextes. Mais moi, c'est la vérité, j'arrive pas à m'écraser. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui va me contrarier, et d'ailleurs qui n'est pas forcément dirigé contre moi, hein, ça peut être contre un de mes collègues, ça peut être... Enfin voilà, ça va être un problème. C'est-à-dire, moi, je vais pas pouvoir m'asseoir dessus et faire comme si de rien n'était. Et dans ce métier-là, malheureusement, c'est tous les jours qu'il y en a un qui mérite de se prendre vraiment 2 tartes dans la gueule pour se prendre pour ce qu'il n'est pas. C'est tous les jours qu'il y a des galères, et je vous parle même pas d'ailleurs dans les métiers de nuit, les métiers de restauration, de spectacle, de boîte de nuit, de nuit donc, où il y a, là, on parle même pas de petits incidents de manque de respect, mais où il y a carrément des rixes, où il va y avoir des embrouilles, il va y avoir des histoires avec les gens qui tiennent la porte, etc. Enfin, après, ça fait partie du lot, ça fait partie du jeu, mais c'est usant à long terme. Et en plus de ça, il y a un petit paramètre en plus, alors ça, j'en parle et je suis pas le premier à en parler, mais c'est vraiment quelque chose qui a joué pour moi. En fait, je commençais à vraiment me faire un petit chemin très intéressant dans la nuit et dans certains restaurants vraiment cool, prisés, où il y avait potentiellement un avenir. Et en fait, il y a un paramètre qui, moi, m'a très vite ralenti, en tout cas refroidi, c'est la drogue. La drogue dans le sens la cocaïne, puisqu'il n'y a pas 36 000 drogues dans ce métier-là. D'ailleurs, je pense que c'est une drogue qui est commune à un tas de métiers où l'intensité est au rendez-vous quotidiennement. Et le problème, c'est qu'on se fait des super potes en restauration, vraiment on fraternise beaucoup avec les gens, on développe vraiment des relations particulières. En tout cas, ça a été mon expérience, ça a été mon ressenti. Mais il y a beaucoup de gens qui, après avoir fait le service, vont faire la fête. Ça a été mon cas très peu de temps, mais j'ai fait la fête pour voir. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis mis à bosser en boîte de nuit. Au lieu de moi rester dans les boîtes de nuit en tant que client, entre guillemets, en tant que consommateur, j'ai vite compris qu'il y avait un billet à prendre aussi là-dedans. Donc il y a beaucoup de gens qui enchaînent leur vie de service, où ils se mettent vraiment au service des autres, où ils vont déformer un petit peu leur personnalité, déformer un petit peu qui ils sont pour prendre des billets. Ces billets-là, ils vont aller vite les dépenser pour oublier que leur journée leur a pas plu. C'est vraiment, je caricature peut-être à vos oreilles, mais en réalité, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont dans ce cas de figure-là. Alors il y a aussi une immense partie des gens qui sont de ce métier pour qui ça se passe super bien, qui ont rien à redire, qui ne se plaignent pas, qui bossent pour des patrons géniaux, qui ont que des clients géniaux, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont des vies difficiles dans ce métier. Je vous parle pas non plus des gens qui sont en cuisine, qui ont un métier très dur, qui est assez peu valorisé dans la plupart des endroits, sauf si vous avez la chance de bosser à une adresse cotée, à une adresse connue, et qui d'ailleurs peut du jour au lendemain ne plus être cotée, ne plus être connue. Donc voilà, la drogue, c'est un truc qui moi m'a vraiment cassé les pieds dans ce métier-là. J'ai vu des gens très très bien, des gens vraiment très cool, avec qui j'avais vraiment accroché, petit à petit changer, petit à petit devenir moins intéressant. Vous imaginez bien que la cam fait pas grand-chose de vertueux sur l'organisme de quelqu'un et sur son cerveau. Donc voilà, parenthèse extrêmement longue sur ce métier, mais c'est un métier qui m'a laissé des traces et qui m'a évidemment beaucoup appris. J'y ai croisé, parmi les gens qui m'ont employé, j'y ai croisé les gens les plus charismatiques, imposants, intelligents d'ailleurs, et j'ai croisé de sacrés entrepreneurs dans ce métier-là, et j'y reviendrai, j'espère, dans ce podcast-là pour vous raconter quelques anecdotes, parce que croyez-moi que j'en ai vraiment un paquet. D'ailleurs, il y a une réflexion que je me fais toujours, c'est que je suis toujours sidéré qu'il n'y ait pas plus de films, vraiment de films cinéma, sur ce métier. Il y en a un, attention, je ne vous dis pas que personne n'y a jamais pensé, mais il n'y en a quand même pas énormément. Alors que c'est un endroit, n'importe quel restaurant dans le monde qui est là depuis quelques années, faut qu'il y ait eu le temps d'installer, si vous voulez, une histoire. Au-delà du concept de l'établissement, on s'en fout. C'est qu'il faut qu'il y ait eu le temps d'installer une famille avec le personnel, une histoire. Et en fait, dans n'importe quel staff de restaurant où vous allez, et ça, les gens qui sont du métier confirmeront, les staffs, c'est des castings, quoi. Les staffs, c'est des personnages. C'est toujours, on dirait qu'on est tombé dans une caméra cachée au début quand on arrive dans un restaurant, parmi les écarts de personnalité, d'implication, d'originalité, etc. Bref, donc je suis toujours assez sidéré par le fait qu'il n'y ait pas plus de films sur la restauration. Et si un jour je venais à
avoir les moyens, et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire plus tard, mais pour lequel à l'heure actuelle je me donne pas énormément de moyens, donc c'est bien beau de dire j'aimerais, mais si un jour je me retrouve dans la position de produire ou de réaliser un film, de faire un film, je pense que très vite ça pourrait concerner ce thème-là. Voilà, donc pour la restauration, j'en ai fait jusqu'à tard, et puis après je me suis un petit peu plus spécialisé sur la nuit un peu plus haut de gamme, la nuit monde du spectacle, le cabaret, etc. Où là par contre on change de monde, on rentre dans des adresses et dans des maisons qui sont extrêmement bien structurées, bien tenues et qui font attention à leur staff, et où c'est beaucoup moins corrosif de travailler, beaucoup moins pénible. Voilà donc pour la restauration, pour toute cette phase-là qui va jusqu'à mes 24-25 ans, où je vous dis, j'ai fini par rentrer donc dans un magnifique endroit, un cabaret extrêmement connu qui s'appelle le Crazy Horse, qui est une adresse qui sera bientôt, j'espère, centenaire, parisienne, du plein triangle d'or parisien, donc dans le 8e arrondissement, qui est connu de manière internationale parce qu'il a rayonné surtout depuis les années 80, surtout le monde du spectacle, le monde du burlesque, de la danse, du cabaret, etc. Donc c'est pas oublier qu'en France on a été parmi les pionniers dans cette discipline-là. Donc j'ai eu la chance de travailler dans cet établissement-là, d'y avoir tout un tas d'expériences incroyables, d'y avoir des responsabilités, de pouvoir évoluer et d'être sous la direction de grands dirigeants qui n'ont jamais fait vraiment partie de mon monde de par l'ampleur des affaires qu'ils géraient et des dimensions financières que ça concernait, mais qui ont toujours été extrêmement bienveillants avec moi, malgré entre guillemets mon parcours, mon cursus. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif que j'en ai retiré. Juste après cette expérience-là, j'ai fait un petit détour par l'armée. Après ce passage dans le monde militaire, dans l'institution, je suis retourné dans le civil, et c'était exactement au moment du Covid. Quand le Covid est venu améliorer nos vies, entre guillemets, hein, pour vous dire ça avec le plus d'ironie possible. Donc ça a été vraiment compliqué. Je me souviens que le sujet, c'était vraiment maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je suis revenu dans le civil avec plein de contacts, plein d'intentions, et puis voilà, la difficulté que ça peut représenter de tourner une certaine page, et au moment de me mettre à aller chercher du travail, ce qui est vraiment pas quelque chose de compliqué pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours su et aimé faire, et quand il faut, et puis jusque-là, pour information, moi j'ai jamais considéré les boulots que j'ai eus comme des épanouissements ou des voies et des vocations, hein. Ça a toujours été alimentaire, en essayant d'être le moins décalé possible avec ma façon et mes valeurs. Mais voilà, j'ai jamais été au boulot pour le plaisir, j'ai été au boulot pour aller chercher l'argent, donc c'est quelque chose pour moi que j'ai toujours exécuté sans trop de mal, puisque de toute façon c'est une mission, c'est comme ça. Et donc j'ai commencé à chercher du boulot, et puis je me suis très vite, j'avais quelques plans, et je me suis très vite rendu compte en les voyant tomber tous à l'eau successivement que le Covid allait impacter légèrement plus nos vies que prévu. Donc voilà, j'ai fait plein de trucs, j'ai bossé au black pour certains mecs qui transféraient c'était un peu la débâcle, il y avait des mecs qui transféraient toutes leurs marchandises de certains entrepôts à d'autres parce qu'on savait qu'on allait être bloqué, enfin bref. J'ai fait des trucs comme ça, j'ai fait du déménagement, j'ai même été livré des plateaux repas pour des personnes âgées, même très âgées, à leur domicile. Mon job en gros c'était de leur amener avec ma petite camionnette de fonction le plateau repas et de leur mettre dans leur frigo et de vérifier qu'ils avaient bien mangé celui de la veille, parce que c'est des personnes qui sont âgées et très seules. Alors ça n'a pas duré longtemps ce truc-là, c'était vraiment de la dépanne, mais ça m'a vachement appris sur la condition d'isolement des personnes âgées. Alors évidemment, je suis pas complètement débile, j'avais conscience de ces paramètres-là, mais là le fait de les voir tous les jours, d'en voir une vingtaine tous les jours, avec des conditions différentes, des familles différentes, des malheurs différents, des difficultés de santé différentes, c'est vrai que ça m'a un petit peu ramené sur terre sur ce sujet-là. Voilà, petit aparté, donc faites gaffe à vos anciens, prenez soin de vos grands-parents. J'ai envie de vous dire, alors c'est vraiment, ça ne regarde que moi, mais j'ai envie de vous dire, même s'ils sont odieux, même s'ils ont été infects avec vous dans leur vie et que vous considérez que ce ne sont pas des gens bien, parce que j'entends souvent des gens me dire, et ça me brise le cœur quand j'entends ça, moi je parle plus à ma grand-mère, mon grand-père, parce que
c'est quelqu'un que j'aime pas, que je respecte pas. En fait, quand on atteint une certaine limite d'âge, en tout cas c'est ma vision, vous n'êtes pas obligé de la partager, mais quand on atteint une certaine limite d'âge, la personne qu'on a été, on ne l'est plus. Et j'ai envie de vous dire, personne ne mérite vraiment, à moins d'avoir fait des choses vraiment extrêmement graves et condamnables, personne ne mérite vraiment de vivre une fin de vie aussi dégradante que certains, qui n'ont pas de soutien, qui sont isolés, qui n'ont pas de confort, qui n'ont pas d'assistance. Même le pire des grands-pères, même la pire des grands-mères, c'est dur à dire, hein, c'est dur à avaler, mais faites-le pour vous. Si vous avez un grand-père, une grand-mère, alors évidemment si c'est des gens que vous aimez de tout votre cœur, raison de plus, ne remettez pas à demain le fait de pouvoir vous en occuper, mais même quand c'est difficile, là je fais un peu le père moralisateur, mais c'est vraiment compliqué, parce que j'entends souvent des gens qui sont en froid, ou qui sont en froid indirect parce que les parents sont en froid, alors ils sont en froid avec les grands-parents. Faites attention aux anciens, vous serez, enfin je vous le souhaite de tout mon cœur, d'avoir une longévité assez importante. Vous serez une ancienne, vous serez un ancien un jour pour quelqu'un. Et j'espère pour vous qu'on s'occupera de vous et qu'on ne vous laissera pas dans des conditions de solitude. Alors je vous parle pas d'être abandonné SDF, hein, mais il y a des gens qui vivent chez eux dans des conditions tout à fait normales, mais qui sont complètement isolés, qui ne voient personne, qui ne parlent à personne, qui mettent un quart d'heure pour aller du salon aux toilettes, qui peuvent tomber à tout moment et se retrouver dans des conditions de détresse vraiment pénibles, et qui ont du mal à manger, et surtout il y a le côté vraiment qui n'échangent, qui n'ont de relations avec personne. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Voilà, et puis il y a quelqu'un récemment, je vais faire encore une aparté, mais c'est ma spécialité, vous verrez. Il va falloir vous y faire, mes petits cocos, mes petits amis. C'est comme ça que le podcast, je pense, va fonctionner. Il faut que ça reste le plus naturel possible. Et tous les gens qui ont eu le plaisir ou le malheur de partager une longue discussion avec moi un jour savent que de toute façon, ça digresse quoi qu'il arrive. Pour terminer sur ce truc d'ancien, et après, ne vous inquiétez pas, on revient à mon parcours. Je sais très bien où j'en suis dans mon plan, même si à tout moment, je peux me prendre les pieds dedans. Pour terminer sur ce sujet des anciens, comme je vous l'ai dit dans des épisodes précédents, moi j'ai de la famille dans les Côtes d'Armor et j'essaie d'y aller le plus souvent possible. C'est une région que j'affectionne particulièrement. Et la famille que j'ai là-bas, c'est des personnes que j'aime beaucoup. Et donc quand j'y vais, évidemment, on passe voir les amis locaux, etc. Et parmi ces amis locaux, il y a une personne qui est une véritable institution à elle toute seule, pour ma famille, en tout cas pour les gens de là-bas, et qui est une dame âgée de 96 ou de 97 ans. Voilà, je garderai son identité secrète, entre guillemets. C'est même pas secrète, c'est que j'ai pas envie de l'embêter. Elle a un prénom et un nom qui sont extrêmement reconnaissables. Mais voilà, cette personne est très âgée, elle a une longue vie et une large vie, remplie, très variée, et elle a surtout eu un nombre de gens qui l'ont aimée dans sa vie démesuré, parce qu'en fait c'est une personne qui est tout simplement délicieuse. C'est quelqu'un, c'est un humain de valeur inestimable, et qui en plus de ça a conservé une forme physique, une forme mentale également, mais hors du commun. Et franchement, pour être honnête avec vous, à chaque fois que j'arrive là-bas et que je sais qu'on va aller manger ou passer lui faire un coucou, à chaque fois que je la vois, je me dis mais c'est quand même incroyable, à 97 ans, de presque monter ses escaliers en courant. Elle est là, elle jardine, elle soulève des trucs. Bon, je vais vous dire des trucs bêtes, tu vois, mais elle conduit, elle cuisine, évidemment, ça c'est la base, mais... Enfin, c'est la base. Il y a plein de gens, malheureusement, qui, bien avant cet âge, ne sont plus en mesure de le faire, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'elle a l'énergie physique et mentale de quelqu'un de 50 ans. Et d'ailleurs, personne ne lui donne l'âge qu'elle a, mais tout le monde se trompe de 20 ans quasiment. Donc bref, et pour vous dire quelque chose sur cette personne, c'est qu'elle m'a fait réaliser récemment, c'est magnifique, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'avec les contre-jours, les lumières, comment elles sont captées par l'iPhone, mais là où je suis, là, derrière moi, il y a une espèce de petite clairière. C'est juste magnifique comment le soleil rase la clairière, tout simplement. Je ne vais pas aller gambader dedans parce que c'est sous barbelé, donc ça doit être c'est sous enclos, donc c'est à quelqu'un. Et donc cette personne dont je vous parle, cette fameuse dame, m'a fait réaliser quelque chose il y a vraiment très peu de temps. Malheureusement pour elle, et j'en ai été très triste pour elle, elle a perdu une amie de très très longue date, donc je crois une amie de 70 ans. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'envergure de la relation et le nombre
souvenirs, de catalogue de souvenirs qu'on a pu remplir en 70 ans d'amitié. En plus de ça, on parle d'amis extrêmement proches, vraiment extrêmement proches, qui s'écrivaient quasiment toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, s'appelaient, etc. Bref. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on a vu venir progressivement, la maladie, etc. Malheureusement, pour cette dame dont je vous parle, son ami est parti en paix, mais après une belle vie aussi, mais voilà. Et évidemment, elle était triste, elle était atteinte. Alors, c'est pas du tout quelqu'un qui se plaint, c'est pas du tout quelqu'un qui se morfond, qui va s'apitoyer. Mais là, j'ai senti, et d'ailleurs, la plupart des gens qui sont autour d'elle, je pense, ont senti la même chose, que c'était plus que... Enfin, elle a vraiment pris un gros coup, alors qu'auparavant, bon, elle a quand même malheureusement perdu son mari, elle a perdu plein de gens qui lui ont été extrêmement chers. Et évidemment, elle a toujours été impactée par ses disparitions, comme tout le monde, par ses pertes. Mais là, il y avait quelque chose de particulier, une saveur un peu particulière. Et elle m'a expliqué, donc j'étais avec ma tante chez elle, et elle m'a expliqué que la chose qui l'a touchée le plus dans la disparition donc de cette amie qui venait de nous quitter, c'est que c'était la dernière personne qui partageait tous les souvenirs de ses 20 ans, de leurs 20 ans à leurs presque 40, 50 ans. Parce qu'en fait, à l'âge qu'a cette dame, la plupart des gens qu'on a connus dans la première partie de notre vie sont partis, hélas, malheureusement, sont décédés. Et alors peut-être qu'elle en oublie certains, qui n'ont pas été extrêmement marquants, etc. Mais en tous les cas, pour cette dame, tous les gens donc, qui faisaient partie de cette première partie de vie ne sont plus là, et que cette amie qu'elle a perdue, en plus d'être la dernière de cette phase-là, était une amie très proche, et donc conservait avec elle, était un peu avec elle la gardienne de tous ses souvenirs. Et ce qui lui brisait le cœur, c'est la dernière personne avec qui je pouvais me souvenir, parler et me remémorer toutes ces bonnes choses. Et avec elle qui s'en va, c'est un peu toute cette période qui s'en va. Et puis bon, les gens d'un âge aussi avancé savent que la mémoire, même s'ils la conservent de la meilleure façon possible, elle peut tranquillement aussi lâcher du lest, malheureusement. Et ça m'a retourné quand elle m'a dit ça, parce que évidemment, il y a la perte de l'être cher, le fait de ne plus pouvoir la serrer dans ses bras, de ne plus pouvoir la voir, de ne plus pouvoir prendre soin d'elle, etc. Mais c'était très touchant de la voir être émue par la perte de son ami qui s'en va avec leurs souvenirs communs. Voilà, donc c'était juste pour vous faire chialer un petit peu. Je ne sais pas si ça a fonctionné, mais c'était vraiment très touchant. Donc je termine, vous allez voir, je vais retomber sur mes pieds. Je termine avec ces anciens, prenez soin de vos anciens, tout ça pour vous dire qu'en tout cas pendant quelques semaines, le Covid a fait que au lieu de revenir tranquillement dans le civil et de pouvoir me replonger dans un taf super épanouissant, totalement aligné avec mes compétences, je me suis retrouvé à conduire c'était même pas un berlingot, c'était le petit frère du berlingot, le Nemo, un Citroën Nemo, pour livrer des petits plateaux repas qui avaient l'air délicieux d'ailleurs au demeurant, dans une petite partie des Hauts-de-Seine, à des personnes très âgées, qui se sont retrouvées, qui se retrouvaient donc isolées. Et puis j'avais ce petit côté où il fallait pas que je flique, d'ailleurs j'étais un peu mal à l'aise au début, mais que je regarde si le repas de la veille avait bien été consommé. S'il n'avait pas été consommé, il fallait juste que je leur pose des questions sur si c'était juste une histoire de goût ou s'il y avait eu un problème ou quoi. Et ça s'arrêtait là. Par contre, il fallait que j'informe la direction pour laquelle je travaillais que X personnes ne mangeaient pas, etc. Bref, voilà. J'ai enchaîné plein de petites conneries, plein de petits tafs comme ça. Et j'ai eu la chance de trouver... Donc, je vous replante le contexte. Je viens de revenir dans le civil et c'est le Covid. Il n'y a plus de boulot nulle part. Et surtout pour quelqu'un qui est spécialisé, en tout cas qui a eu la bonne idée d'être spécialisé dans la restauration, les boîtes de nuit et les lieux de spectacle. Voilà. Donc, pour vous faire simple, on pouvait peut-être pas faire pire. Mais heureusement, voilà, la vie a voulu que je trouve finalement une solution à tout ça. C'est que j'ai pu rencontrer donc une dame qui tenait une entreprise, une start-up, dans le milieu de l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est un peu technique, c'est du jargon, mais voilà, une start-up qui place des consultants, ce qu'on appelle en business intelligence. Je n'avais même pas la moindre idée de quoi on parlait dans l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et donc, c'était tout à fait des business qui pouvaient continuer à exercer sans trop de problèmes. En plus de ça, avec l'avènement très soudain du télétravail et du travail à distance dû au Covid. Et donc, cette personne cherchait un peu quelqu'un pour être l'homme à tout faire, si j'ose dire. C'est un grand mot, mais il n'y avait pas vraiment de définition de poste très précis.
gérer les plannings, gérer les tâches qu'il y avait à faire au quotidien, mais ça pouvait être aussi déplacer du matériel, enfin bref, tout un tas de choses. Et moi, ça tombait bien, c'était pas du tout un problème. Au contraire, les tâches variées me plaisent beaucoup. Et donc voilà, donc je contacte cette dame-là, on s'entend super bien. En plus, je suis tombé sur quelqu'un qui avait beaucoup d'affection pour les anciens militaires et puis pour les bosseurs. Et puis c'est quelqu'un qui a elle-même été une grande bosseuse toute sa vie. Donc voilà, donc je me mets à bosser pour cette personne. Et ça se passe super bien. Je découvre un petit peu ce que c'est un travail de bureau. Ce qui est totalement nouveau pour moi à cette époque-là. Hein. J'ai jamais travaillé dans un bureau de ma vie jusqu'à ce moment-là. Donc j'ai quand même déjà 30 ans quasiment à cette époque-là. Donc il était temps que je m'assoie sur un siège dans un bureau. Donc je découvre tout un tas de choses. Je découvre ce qu'est le consulting. Je découvre évidemment ce qu'est la business intelligence, etc. Et en plus de ça, ils avaient une petite particularité. Ça, c'est vraiment le plus grand kiff, le meilleur truc que j'ai retiré de ça, c'est que dans leur métier, ces gens ont besoin d'être de véritables sorciers, des véritables magiciens sur Excel. Mais quand je vous dis sorcier magicien, c'est vraiment un level... c'est pas vos potos qui pensent qu'ils sont un peu chauds parce qu'ils connaissent 3 formules. C'est vraiment un très très haut niveau. Et moi au début, ça me passe un peu à 10 km, mais j'avais déjà eu, je sais plus pour quelle raison dans le passé, une appétence pour Excel. Et là, avec ce job-là, j'ai pu profiter des formations qui étaient réservées aux consultants et apprendre avec eux. Et j'ai fait faire x1000 à mon niveau sur Excel, ce qui m'a d'ailleurs été très utile plus tard, dans d'autres aventures. Mais voilà, ça c'était vraiment un kiff parce que pour moi c'était comme un jeu. Et je me suis découvert avec ça une appétence en fait pour la... Alors c'est un grand mot, mais pour la programmation. Parce que ce qu'on faisait sur Excel, c'était quasiment de la programmation. Il y avait du code, c'était sur du VBA, mais aussi il y avait de la formule directement dans les classeurs. Mais voilà, et je ne savais pas du tout que j'aimais ça, et c'est en faisant avec eux, de manière très divertissante, que j'ai découvert ça et que je me suis pris au jeu, et j'ai adoré ça. Alors j'en ai rien fait par la suite de très concret, hein, mais voilà, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai une petite expérience dans cette start-up-là, mais c'est aussi dans cette start-up-là, pour vous dire ça avec le ton d'une bande-annonce de film, mais c'est aussi dans cette start-up-là que la vente a croisé mon chemin. Alors, pour arrêter de faire le con, dans cette start-up-là, pour vous redonner du contexte, on faisait travailler des business, des consultants, des business analystes, donc des consultants en business intelligence. Je ne saurais même pas vous définir trop ce que c'est, mais voilà, en gros, des gens qui sont les rois de la projection de chiffres, dans des laboratoires pharmaceutiques, parfois des énormes noms. Le truc, c'est que les business analysts, c'est pas vraiment des gens qui naturellement sont des commerciaux. C'est plutôt des gens, alors c'est un peu caricatural ce que je dis, mais ça s'est vérifié dans la réalité de cette expérience que j'ai eue dans cette boîte. Les business analysts, c'est des gens qui sont plutôt sur eux-mêmes, un peu introvertis, voilà, qui n'ont pas vraiment des traits qui correspondent beaucoup au développement de business. Ils sont d'excellents spécialistes quand on les place chez les clients et qu'ils ont une mission à remplir. Et donc, la personne pour qui je travaillais a décidé parce que c'est elle qui faisait tout à ce niveau-là, au niveau de l'acquisition de clients et de la vente, etc., elle a décidé de tester le potentiel de certaines personnes pour voir si dans l'équipe, il n'y avait pas quelqu'un qui était peut-être un peu plus disposé à vendre que d'autres. Et moi, qui n'avais rien à voir avec les consultants, hein, j'étais le gars un petit peu office manager, on disait, mais c'était un peu un range-tout, parce que voilà, on voulait se laisser la porte ouverte à ce que tout puisse rentrer dans mon scope si besoin. Et cette dame a une idée qui m'a permis de rencontrer une des personnes qui m'a le plus aidé dans ma carrière à partir des années 2019-2020. Elle a eu l'idée de solliciter un spécialiste du sujet, donc du sujet qui est le sujet de détecter le potentiel commercial de quelqu'un, en tout cas le potentiel d'être bon en vente et tout ce qui tourne autour. Et donc elle a appelé un spécialiste qui s'appelle Eric Kayla, qui est le président et le fondateur d'une boîte qui s'appelle Sublica, qui fait du recrutement, et notamment spécialement du recrutement de commerciaux d'élite, qui est un monsieur incroyable et qui, bref, je vous raconte l'histoire très rapidement, mais qui m'a fait découvrir la vente. Et en réalité, avant de m'entretenir avec ce monsieur, il fallait que je passe des tests. En gros, c'était comme ça que ça se faisait. C'était des tests d'assessment. Et je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Malheureusement, je n'ai pas enregistré le call ou quoi, mais
il a reçu mes résultats et on a convenu d'un rendez-vous pour en débriefer. Mais en fait, il pensait qu'il allait tomber sur un mec de 50 ans. Je sais plus pourquoi, mais en tous les cas, voilà, les résultats que j'avais et mon profil réel étaient complètement dissonants et ça l'avait complètement perturbé. Et au final, bon, tout ça pour arriver à la conclusion, ce mec-là m'a dit « Mon petit gars, essaye-toi à la vente, essaye-toi à ça parce que je pense que tu as vraiment quelque chose à faire. » Et c'est comme ça que j'ai été pris de passion très rapidement pour ce sujet. Dès que Eric m'a expliqué qu'il y avait peut-être quelque chose à jouer là-dedans, je l'ai écouté. C'est quelqu'un qui est digne de confiance, ça se voit assez rapidement, mais c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement charismatique, mais extrêmement expert sur son sujet, sans vous montrer qu'il l'est. C'est-à-dire qu'il a une carrière c'est une ceinture noire 6e dan, si vous voulez, de vente, de business development, etc. Mais il va vous parler tranquillement. Et donc, bref, je me suis passionné pour la vente, et je vais essayer d'accélérer, parce que sinon cet épisode va durer 18 heures. Mais en gros, de fil en aiguille, j'ai voulu exercer ce métier, je me suis renseigné, j'ai lu vraiment, je me suis fait un peu mal, j'ai voulu lire tout ce qui se faisait, avec en plus, quand on lit l'anglais, c'est quand même plus pratique parce que les 3/4 de la littérature sales et bizdev sont américains, pardon. Et donc, j'ai fini par bosser dans différentes startups. Et donc, bref, voilà. Je vous abrège le parcours ici parce que c'est vraiment beaucoup trop long, mais j'ai fini par bosser dans des startups tech majoritairement. J'ai même monté un projet avec un ami, toujours avec moi en gardant cette spécialité de la vente et du développement business. Et donc voilà, pour vous abréger le parcours, on en est à peu près là aujourd'hui. J'ai volontairement omis de vous raconter les détails de la fin. Donc la fin, c'est quelques derniers mois, cette dernière année, parce que je pense que j'y reviendrai petit à petit. Donc là, en fait, ça fait 40 minutes, je pense que ça... Je sais pas si ça fait 40 minutes, mais ça fait un moment que je vous bassine avec mon parcours, donc je choisis de décourter ce thème, mais au moins, vous savez un peu plus à qui vous avez affaire. Et peut-être que ça va vous faire fuir, donc bon, du coup, tant pis. Si par contre, c'est quelque chose qui peut vous donner envie de rester, alors là, super. Mettez-vous à l'aise, on va enchaîner. Alors, donc pour en revenir à ce petit format qui nous intéresse aujourd'hui, donc ce podcast de marche, entre guillemets, si j'ose dire, de réflexion et de marche simultanée, donc gambade et gamberge. Bienvenue à vous si c'est le premier épisode que vous regardez. J'ai pas encore, si vous voulez, de stratégie et d'objectifs très définis sur ce que je veux en faire et sur quel objectif je veux que ce podcast serve. Mais voilà, comme vous l'avez compris, la priorité des 2 épisodes précédents, c'était l'exécution du podcast. C'était vraiment de passer à l'action. Même l'épisode 0, c'est vraiment la genèse en live. C'est-à-dire que pendant que vous me voyez marcher et jacter, en fait, je suis en train de prendre la décision et je suis en train d'amorcer l'exécution de ce podcast-là, alors qu'une heure auparavant, je ne savais pas vraiment si j'allais le faire. Le but du jeu, c'est que maintenant que la machine est lancée, évidemment qu'on la garde lancée et qu'on l'améliore et qu'on optimise un petit peu ses rouages et sa manière de tourner. Donc pour l'instant, on n'est pas encore très loin, mais moi, mon intérêt, c'est de pouvoir penser librement en marchant, tout en partageant ça avec vous, en essayant d'éviter les moments où c'est vraiment trop chiant, en espérant qu'il n'y en ait pas trop. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop flou et ennuyeux pour vous. Le but, c'est aussi que vous y trouviez votre compte. Donc, s'il y a des moments où je parle de choses qui vous intéresseraient, que je creuse davantage, je ne sais pas si cette phrase est française, mais en tous les cas, elle est passée, c'est bien que je le sache. Parce que si en plus de ça, ça matche avec quelque chose qui, moi, me parle, on a tout gagné et ça serait très dommage que je ne sois pas au courant. Donc moi, mon but, c'est de pouvoir penser, c'est aussi de pouvoir vous donner un petit peu des nouvelles. Là, je viens de passer un gros moment à vous expliquer mon parcours, mais ça, je le fais une fois et je ne vais pas le refaire à tous les épisodes, évidemment. Mais c'était pour vous donner du contexte, c'est aussi pour qu'on se connaisse, pour qu'on puisse se comprendre. Et voilà, moi, j'ai envie de penser un petit peu, donc peut-être développer des idées, peut-être vous parler d'idées de business, d'idées de quoi que ce soit que j'ai eu, des pensées. C'est pas forcément de penser en temps réel. Sauf qu'en fait, quand moi, je vous parle d'une idée, même si je l'ai eue il y a une semaine, pendant que je parle et que je marche et que j'explique ce que je veux vous raconter, je réfléchis en même temps. Donc en fait, ça développe le propos en même temps. Donc c'est ça qui est cool. Et c'est pour ça d'ailleurs que je veux faire ce format. Mais ça peut être aussi vous raconter des petites anecdotes, revenir un petit peu dans le passé, le mien ou celui de quelqu'un d'autre, vous expliquer des choses de façon un peu narrative, sans y passer 2 plombes. Ça peut être aussi, voilà, comme je vous disais, vous donner des nouvelles. Donc vous raconter mon quotidien comme une influenceuse... vous raconter mon quotidien comme un influenceur fashion qui vous explique quelle marque de chaussures il va acheter la semaine prochaine. Moi, c'est pas trop ma came. J'ai rien contre les gens qui font ça. Moi, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Vous avez bien compris, hein.
je suis au milieu des arbres, les pieds dans la boue, parce qu'il a plu hier. Voilà, donc quand je vous dis vous donner des nouvelles, c'est plus par rapport à des projets en cours, c'est plus par rapport à des gens que je vais rencontrer, c'est plus par rapport à des choses qui se passent qui peuvent potentiellement vous intéresser, qui auraient pu par exemple se retrouver sur LinkedIn, etc. Alors je ne suis pas ici pour détailler ma vie privée du tout, hein, pour ceux qui espéreraient. Ça ne sera jamais le cas. Après, il y a peut-être parfois des frontières qui sont un peu plus fines chez moi entre la vie privée et la vie pro, puisque vous le découvrirez, j'ai une particularité qui sidère beaucoup de gens en ce moment, et qui d'ailleurs me tanne avec ça pour que j'en parle plus. Peut-être que je le ferai ici, à vous de voir. Soyez fidèles et vous verrez. La petite particularité que j'ai depuis quelques mois, depuis l'année dernière, c'est d'avoir été d'être le colloque de Oussama Ammar à Dubaï et de vivre une aventure assez incroyable au niveau entrepreneurial et au niveau apprentissage à ce sujet, au niveau business. Donc ça, c'est quelque chose que je vais un petit peu développer sur ce podcast. C'est pas le sujet de ce podcast-là, parce que sinon, ça deviendrait complètement autre chose. Mais il peut m'arriver de vous raconter des choses qui concernent ce point-là. Donc n'hésitez pas à me faire d'autres suggestions. Je vais essayer d'embrayer là sur autre chose, mais faites-moi d'autres suggestions sur ce qui vous intéresserait d'entendre être abordé ici. Je pense qu'avec tout ça, on peut faire quelque chose de cool. Moi, le but, là, hier, j'ai abouti le montage de l'épisode précédent. On est tombé sur à peu près 1 heure d'image. Je pense que 1 heure, c'est bien, parce que moi, en fait, je vais tourner à peu près 2 heures de marche. 2 heures, 2 heures et demie de marche. Sur les 2 heures, 2 heures et demie de marche, une fois qu'on enlève les moments où je suis obligé de reposer le matériel, de changer, de machin, de trucs, et puis les moments où j'ai pas d'idées qui me traversent la tête, une fois qu'on a écrémé tout ça et qu'on rend le montage un chouïa plus dynamique pour pas qu'il y ait trop de longueur, on arrive à 1 heure à peu près. Et puis moi, ça me laisse une 3e heure, à peu près une 3e heure, sauf quand je suis dans certaines régions où il faut que je fasse de la voiture pour aller jusqu'à la forêt. Ça me laisse à peu près une 3e heure pour marcher et tranquille. C'est pas que je vous aime pas, mais vous voyez bien que quand je marche là, j'ai pas un rythme frénétique. Et quand moi je marche, j'aime bien m'envoyer un petit peu dans le rouge. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool comme format. En vous racontant un petit peu mon parcours, etc., j'ai, comme je vous le disais, volontairement omis les derniers mois pour pouvoir vous les raconter de manière un peu plus décidée, un peu plus structurée plus tard. Cependant, ça ne m'empêche pas de vous dire rapidement ce que je fais aujourd'hui. Donc moi, aujourd'hui, je fais plusieurs choses. Si je suis très honnête avec vous, je suis sur 10 000 sujets en même temps, ce qui est, vous le savez certainement, grâce à votre expérience personnelle, rarement une très bonne idée d'être dispersé. Et la chose sur laquelle j'essaye de mettre de l'intensité en ce moment, c'est le business development, voilà, donc l'outbound. Donc j'aide les entreprises qui ont pas forcément des problèmes d'outbound, mais en tout cas des entreprises qui font de l'outbound ou qui voudraient se mettre à faire de l'outbound, qui ont déjà ou qui n'ont pas encore de ressources humaines et de ressources tout court pour le faire. Je les aide à structurer ça, à identifier très vite les leviers pour le faire bien et plus fortement. Et s'il y a une situation déjà existante, à identifier les potentiels points de blocage, surtout les points d'amélioration qui sont quasiment chroniques chez toutes les entreprises que je croise. Les entreprises en elles-mêmes n'ont pas de type très défini, même si j'aime mieux travailler avec des startups, des PME, en tout cas des entreprises à des échelles encore très humaines. J'ai rien contre travailler avec des grosses structures, mais il m'arrive rarement de rencontrer des grosses structures qui m'amènent autant de satisfaction et de proximité avec leurs équipes, puisque moi j'interviens directement au contact des business développeurs, en tout cas des gens qui gèrent l'outbound. Je travaille aussi avec le marketing, parce qu'il y a un scope qui est assez large. Ça va toucher au contenu, ça va toucher à la prospection, ça va même parfois toucher à la vente. Et le tout, c'est de pouvoir donner beaucoup plus de force aux entreprises, en gros, pour ne pas compter que sur l'inbound. Donc pour ceux qui passent par ici, qui ne comprendraient pas un traître mot de ce que je raconte, l'inbound, je détaillerai peut-être un peu plus ça, mais ce n'est pas du tout l'objet du podcast. Mais en gros, c'est quand vous faites venir des clients à vous, grâce à tous vos efforts, entre guillemets, pour simplifier marketing, publicité, etc. Et l'outbound, c'est l'inverse, c'est quand c'est vous qui faites des efforts pour aller vers votre client, mais cette fois des clients que vous avez identifiés. L'inbound, on ne sait jamais qui va vraiment venir en termes de personnes très précises qui va venir à vous. On a une idée du persona, donc des gens qu'on a ciblés plus ou moins. Mais dans l'outbound, on définit des cibles très précises et on fait des efforts qui sont nettement plus pénibles et complexes, d'aller à la rencontre, d'aller au contact frontal avec les prospects, donc les gens qu'on aimerait signer en tant que client. Et donc l'outbound, c'est une pain pour beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, il y a certaines entreprises qui sont même assez kamikazes et qui n'en font aucun et qui ne comptent que sur l'inbound en pensant que ça va durer toute la vie. Et donc voilà, donc moi mon job c'est de permettre aux entreprises de trouver des clients par leurs efforts sortants aussi, et pas que parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent en inbound et que ça fait rentrer des leads. Et aussi se comprendre que de toute façon l'inbound
n'atteindra jamais la totalité de leur marché, n'atteindra jamais le vivier total des prospects qui correspondent à leur entreprise. Et donc c'est absolument grave, je pense, de se priver d'aller à la rencontre des prospects qui ne seront jamais donc touchés par l'inbound et d'aller à leur rencontre et de au moins tenter le coup pour en faire des clients. Je ferme la parenthèse déjà parce que je veux pas que ce sujet devienne un peu le centre de ce podcast-là. C'est pas du tout mon objectif, même si j'aime beaucoup ce que je fais et que j'y prends du plaisir et que ça occupe l'essentiel de mes journées. Pour vous spoiler, je suis en train de développer une chaîne YouTube qui sera spécifique à ce sujet et spécifique à mon activité, spécifique à ce domaine bien particulier, donc le business development, l'outbound. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de neutraliser mes effets de teasing et d'annonce, mais c'est imminent, ça va arriver. Voilà, donc pour ceux qui auront envie de se régaler aussi sur ce sujet-là et qui trouvent qu'ils n'entendent pas assez sur le podcast actuel, donc Gambas des Gamberges, sachez qu'il y aura un autre support très très bientôt disponible pour vous satisfaire, messieurs, dames, et vous rassasier. Passons à autre chose. Je voulais vous dire que cette semaine, je ne sais plus ce que je vous ai raconté hier, donc dans l'épisode précédent sur la semaine qui vient de passer. Je crois que je vous ai dit qu'on avait pas mal bossé, enfin que j'avais pas mal vu Ous cette semaine-là, donc Oussama Hamar, pour ceux qui font pas le lien. Si vous savez pas qui c'est pour l'instant, tapez-le sur Google, vous allez tomber dans un trou noir et mettre du temps à en sortir, et vous allez vous amuser, je pense. Mais en dehors de Ous, cette semaine j'ai rencontré 3 personnes vraiment extrêmement cool. Voilà, ça peut être cool de les mettre à l'honneur dans ce podcast. C'était pas prévu. La première personne que j'ai rencontrée... Alors, les 3 personnes, je les connais déjà sur LinkedIn. Je crois que les 3, j'ai dû leur parler déjà sur LinkedIn. Enfin, 2 d'entre elles, c'est sûr, on avait beaucoup parlé. On était même déjà presque frères d'armes sur LinkedIn. Mais, entre guillemets, c'est faux. Et finalement, quand on rencontre les gens dans la vraie vie, c'est toujours ultra cool. Quand ça se passe bien. Moi, ça s'est jamais mal passé, mais ça m'est arrivé de rencontrer des gens que je connaissais des réseaux ou d'autres plateformes dans la vraie vie, et puis c'était sympa, mais je sais pas, ça transformait pas comme je le pensais. Et donc la première personne, le premier loustic que j'ai pu rencontrer dans la vraie vie cette semaine et avec qui j'ai eu un rendez-vous assez original, vous allez le voir, c'est un mec que j'aime beaucoup, que j'ai toujours suivi sur LinkedIn, que j'ai toujours suivi dès que j'ai pris la décision de me reconvertir, entre guillemets, dans la vente, après tous les déboires que je vous ai racontés un petit peu plus tôt, pour ceux qui ont suivi. C'est un mec qui s'appelle Ariel Rosenblum, donc qui est facile à trouver sur LinkedIn, excusez-moi, qui fait partie des fondateurs de Dreamcatcher Sales, et qui a été notamment à l'origine d'un podcast que tous les gens qui font du bizdev ou du sales connaissent, qui s'appelle We Are Sales, donc avec Dreamcatcher Sales. Voilà, donc c'est un mec qui est très cool, très charismatique, très singulier, et puis qui a des bonnes idées et qui est passionné par le métier qu'il fait depuis très longtemps. Et donc, on savait qu'on allait se capter avec Ariel un jour ou l'autre parce qu'il fallait attendre le bon moment, le bon passage sur Paris, etc. Là, c'était la bonne occasion, et donc il me propose un déjeuner, on cale un déjeuner, et sauf que je lui dis, donc déjà c'est que je suis à l'aise, mais je lui dis, tu sais, moi, normalement je déjeune pas, je mange qu'une seule fois par jour. Ça, c'est quelque chose que je vous expliquerai peut-être un peu plus en détail plus tard, si vous manifestez le fait que ça vous intéresse. Mais il se trouve que moi, je mange qu'une seule fois par jour, et que cette fois par jour, c'est le soir en général, en tout cas en fin de journée. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, c'est pour des raisons de santé, de jeûne, mais aussi de logistique, alors, je ne vais pas dire de productivité, parce que sinon je vais avoir envie de me gifler moi-même au montage et c'est embêtant. Mais voilà, vous avez compris un peu l'idée, c'est un cocktail de praticité qui, moi, me correspond super bien. Et donc, je lui dis ça, et je lui dis, donc, il me propose de m'emmener dans le restaurant de mon choix. Je lui dis, écoute, ce que tu veux, mais un truc pas trop hardcore, parce que moi, en plus de ça, je mange pas le midi normalement. Et lui, ce qui est assez rare, hein, vous le constaterez, au lieu de me dire, ok, je t'emmène dans un truc de salade, de quinoa, de ce que tu veux, machin, ce qui n'est pas du tout ce que j'aurais souhaité, il me dit, tu sais quoi, tant pis, on va pas au resto, t'embête pas, enfin tant pis, t'emmerde pas, on va pas au resto, on va aller marcher, point. Et donc en fait, le rendez-vous avec Ariel, c'était pas un déjeuner, c'était une belle petite marche ensoleillée, il faisait beaucoup trop chaud d'ailleurs, on allait se balader sur l'île de la Jatte, etc., machin, et la marche favorise vachement la conversation, favorise vachement la réflexion, et donc c'était super. Donc là, vous voyez, je suis en train de vous parler en marchant, dites-vous que cette semaine, j'étais en train de faire exactement la même chose avec Ariel dans les Hauts-de-Seine. Et j'ai trouvé ce rendez-vous très cool parce qu'il y a un côté
forcément totalement informel dans une marche. Je pense que même si vous arrivez en costume 3 pièces, guindé, avec tout le stress du monde, en fait, le fait de se mettre à marcher côte à côte comme des écoliers en train d'envisager de faire l'école buissonnière ensemble et d'aller se balader dans des coins un peu sympas. Là, nous, on était sur l'île de la Jatte, ce qui est quand même pas désagréable. Ça enlève beaucoup de formalité à l'événement. Alors, je suis désolé, je crois que je suis en train de faire des dingueries avec le cadre. Ne m'en veuillez pas si c'est le cas. Donc voilà, donc rendez-vous avec Ariel, très très cool. J'ai découvert un mec vraiment qui correspondait à ce que je me faisais comme idée. Extrêmement sympa, très bienveillant. Et puis je pense, encore une fois, je veux pas spoiler quoi que ce soit et je veux pas prédire l'avenir parce que j'en ai pas la capacité malheureusement. Mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'on fasse quelque chose ensemble dans les mois qui viennent. Et c'est vraiment un mec qui m'a donné de l'énergie et que j'ai beaucoup apprécié et que je remercie au passage. Et puis qui a su embrasser ma manière de faire que je voulais absolument pas lui imposer. Hein, mais c'était très cool de sa part. En tout cas, j'ai trouvé de dire allez vas-y. Tu sais quoi, moi aussi aujourd'hui je jeûne, ça me fera pas de mal. C'est un mec, je pense, qui prend bien soin de lui, qui est très actif. Et donc voilà, le buffet, on a marché et ça ne nous a pas empêché d'échanger. D'ailleurs, le fait de ne pas avoir à mastiquer des lasagnes ou un steak tartare pendant un déjeuner et à sentir les glucides s'accumuler dans votre corps et donc vous mettre un coup de barre, eh ben, il se trouve qu'on a des conversations un peu plus intenses en marchant qu'en déjeunant au restaurant de votre choix. La deuxième personne que j'ai kiffé rencontrer cette semaine, c'est grâce à Oussama que je l'ai rencontré puisqu'il avait un tournage. On a eu 2 tournages où elle était présente. Le premier tournage, c'est elle qui nous accueillait dans ses locaux. Et on la remercie très fort. Je vous révèle l'identité de la personne dans 2 secondes. Et le deuxième tournage, là, c'était elle qui a été invitée par Ous sur un nouveau petit format qu'il va faire très prochainement sur sa chaîne YouTube. Je ne vous spoil pas, vous le découvrirez, mais en tout cas, c'est un format très cool. Donc cette personne, c'est Sixtine Moulet-Berthaud, qui fait partie des fondateurs. Alors je ne sais même pas si c'est pas que elle la fondatrice. Je ne suis pas expert, excusez-moi. En tout cas, elle fait partie des fondateurs du Crayon, qui est un média assez incroyable que je vous invite à aller découvrir, qu'elle a fondé avec 3 associés, si je ne dis pas de bêtises, mais j'en dis certainement. Donc ils sont deux de ses grands amis certainement, et son frère qui s'appelle Valran, que vous connaissez certainement aussi. Et je crois qu'il n'y a pas que le Crayon, il y a deux autres activités qui doivent s'appeler le pinceau et le surligneur de mémoire, mais je ne saurais absolument pas vous dire ce que fait exactement quelle structure. En tous les cas, c'est une personne qui est hyper active, qui est hyper communicative dans son énergie, et qui vraiment nous a fait un kiff en nous accueillant dans ses locaux. Elle nous a accueillis pour qu'on puisse tourner un de nos podcasts en nous mettant à disposition toute la technique qu'il fallait, etc. Et donc c'était très très cool de la rencontrer. Encore une fois, c'était quelqu'un que évidemment j'identifiais déjà grâce à LinkedIn et que je suivais déjà. Je ne crois pas qu'on avait échangé, je ne suis pas certain, qu'on avait déjà eu des interactions, mais en tous les cas, là j'ai pu rentrer dans le vif du sujet avec elle et c'était vraiment très très cool. C'est une personne qui est très ouverte. Encore une fois, moi j'aime quand les gens confirment l'idée que je me fais d'eux sur certaines plateformes où ils prennent la peine de s'exprimer et d'exposer leurs pensées, d'exposer leur manière de faire, parce que voilà, je préfère forcément les gens qui me donnent la vérité. Évidemment, on peut l'habiller, la vérité, on peut prendre des précautions, on peut être prudent, on peut donner un style qui va être peut-être différent de la manière dont on s'exprime, ce qui n'est pas du tout son cas, hein, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime les gens qui ne déforment pas volontairement, qui ne déforment pas gratuitement, et encore moins pour du virtue signaling, pour faire les beaux, pour faire les propres, pour faire les gens parfaits, alors que quand on regarde plus loin, ce sont des immondes ordures. Là, pas du tout. Sixtine, c'est vraiment comme vous la découvrez sur les réseaux. Alors, moi, j'ai que LinkedIn, donc en fait, la plupart des gens dont je parle, s'il faut, c'est des stars internationales. Ça peut être sur Insta, sur je sais pas quel truc, mais en fait, j'en sais rien parce que j'ai pas ces supports-là. Voilà, donc, allez suivre, je l'ai pas dit, mais allez suivre Ariel, qui, je pense, va très prochainement se lancer dans de nouvelles aventures très intéressantes. Allez suivre Ariel Rosenblum, allez suivre Sixtine Moulet-Berthaud, allez suivre son frère Valran aussi, qui est vraiment un entrepreneur remarquable. Et puis donc, en parlant, j'étais en train de me dire, il y avait une 3e personne, et en fait, je sais absolument plus de qui je voulais parler. Trou de mémoire, alors je crois que je me suis trompé, peut-être en vous disant qu'il y avait 3 personnes, mais en fait, il n'y en avait que 2. Bon, évidemment, je ne rencontre pas des gens légendaires toutes les semaines, mais quand j'en rencontre, ça me fera plaisir, si j'y pense, de vous en parler, de vous expliquer pourquoi j'ai aimé telle interaction, etc. D'ailleurs, je vous ferai des petites anecdotes, parce que tout à l'heure, je vous parlais, là, quand je vous expliquais le parcours que j'ai eu avant d'être dans tout ce merdier. Je vous ai expliqué que j'ai travaillé dans un cabaret très renommé,
Et il se trouve que quand on a la chance de travailler dans ces environnements-là, dans ces places-là, on est obligé, entre guillemets, de croiser la route de très grandes célébrités. Alors moi, je me fous un peu littéralement du fait que Ginette ou un tel soit célèbre. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'en général, quand on est une célébrité, il y a une raison. On appartient forcément à un domaine. Et parmi les célébrités que j'ai eu le privilège de croiser dans ma carrière, quand j'ai commencé à prendre des responsabilités dans cet établissement-là, il y avait vraiment des gens incroyables. Il y avait vraiment des pointures de domaines qui me passionnent. Et j'ai vraiment eu la chance de vivre des petits apartés, des petits moments, des petites expériences très très cool. Et j'aimerais beaucoup vous en faire profiter petit à petit. J'avais commencé sur LinkedIn, il y a eu une époque où j'ai testé vraiment le storytelling plus. C'est-à-dire, alors attention, quand je dis storytelling, d'ailleurs ça c'est un point intéressant. Quand je dis storytelling, c'est pas raconter de la merde. Et quand on en discute avec Oussama, souvent on se fait la réflexion, la plupart des gens, quand on leur parle de storytelling, ils pensent inventer et dire des conneries. Ou mentir carrément à des fins de manipulation, etc. Mais c'est absolument pas du tout ça, le storytelling. Le storytelling, en tout cas à mes yeux, c'est un peu l'inverse. J'exagère, mais en gros, pourquoi je vous dis que c'est l'inverse? C'est parce que le storytelling, c'est l'art de savoir raconter une histoire. Alors ça, c'est la phrase bien bête et méchant, mais par là, qu'est-ce qu'on entend? C'est qu'en gros, c'est l'art via ce qui est disponible dans la réalité. Donc, l'histoire, elle existe, à moins que vous fassiez vraiment... que vous écriviez des histoires pour les enfants, pour votre roman, pour ce que vous voulez. Mais en tous les cas, c'est l'art de savoir utiliser ce qui est disponible. Donc si on part de la réalité, une vraie anecdote, une vraie histoire, une vraie trajectoire, une vraie vie, une vraie biographie, et de savoir le poser d'une manière narrative qui va non seulement, il n'y a pas que, mais savoir créer de la rétention, créer de l'intérêt. Hein. Tout ne repose pas dans la vie sur... la capture de l'attention de votre public, sur les frameworks de copywriting, AIDA, Zappy, etc. Tout ne repose pas là-dessus. C'est bien de savoir capter l'attention et la conserver, mais vous n'êtes pas un bon storyteller, vous n'êtes pas un bon copywriter ou un bon quoi que ce soit, juste parce que vous savez que AIDA, ça veut dire attention, intérêt, désir, action. Vous êtes un bon storyteller parce que vous vous êtes entraîné et parce que quand vous racontez une histoire, elle est tellement bien ficelée, articulée, rythmée. Il y a une dose émotionnelle, il y a une dose de réflexion, et il y a surtout une manière de mettre en avant certains éléments et pas d'autres pour que l'impact soit plus fort, que en fait tout ça rentre dans les gens ça rentre à l'intérieur des cerveaux et ça rentre dans les esprits des gens qui vous écoutent. En vrai, le résultat quantitatif, même s'il n'est pas mesurable de ce qu'est un bon storyteller, c'est pas le nombre de gens qui lisent ces histoires, c'est le nombre de gens qui lisent ces histoires et qui s'en souviendront dans 10 ans. Avec évidemment des choses qui seront un peu décousues et défaites, mais je peux vous garantir que moi, on m'a raconté des histoires il y a 10 ans, je m'en souviens encore. C'est ça un bon storyteller pour moi. Et ça n'a aucun lien avec le fait d'inventer, avec le fait de manipuler. Évidemment, on peut se servir de ses talents en storytelling, mais le storytelling, arrêtez de le voir. Enfin, arrêtez, faites ce que vous voulez, hein, si vous avez envie. Mangez bio, faites de la course à pied, arrêtez ou continuez le storytelling, vous faites ce que vous voulez. Mais quand je vous dis arrêtez, c'est parce que ça m'agace. Arrêtez de penser que le storytelling est une compétence, genre... Je sais faire un nœud de chaise, je sais cuisiner les carbonara avec la vraie recette traditionnelle, je sais faire du storytelling. C'est pas une compétence comme ça, bête et méchante, ou une capacité innée. Le storytelling, c'est un métier. Le storytelling, c'est vraiment c'est un domaine, quoi. C'est quelque chose de complexe. Imaginez les gens qui ont écrit les scripts des plus grands films que vous avez aimés, dont vous êtes fan, les plus grands livres. Vous vous doutez bien que c'est pas parce qu'ils ont juste une compétence, c'est parce qu'ils ont travaillé. C'est parce qu'ils se sont fait mal, c'est parce qu'ils sont allés chercher des choses, c'est parce qu'ils se sont posé des questions, et c'est parce que surtout, ils ont essayé, réessayé, et en plus de ça, je pense que dans le storytelling, il y a une vraie capacité nécessaire à l'écoute. C'est-à-dire que un bon storyteller, son miel quotidien, c'est d'écouter les autres raconter des histoires. Si possible, des bonnes. Mais je pense que, moi en tout cas, c'est quelque chose... qui me stimule énormément. J'aime écouter les autres raconter des histoires. Et alors, je peux pas me plaindre. Quand vous vivez dans la même baraque qu'un mec comme Oussama Ammar et qui est un GOAT ceinture noire 6e dan de storytelling, vous avez vu, j'aime bien dire ceinture noire 6e dan. Hein. Vous allez dire dans les commentaires, ça fait 2 fois qu'il dit ça, lui. Bref, vous avez compris, il y a de quoi vraiment se régaler. Donc, je sais absolument plus pourquoi je vous parlais de storytelling. Ah oui, si, je vous disais, parce que je vous parlais du cabaret, parce que je vous parlais des stars internationales que j'ai pu rencontrer, à qui j'ai pu serrer la main, à qui j'ai pu avoir des petites scénettes, des petits apartés, parfois très cocasses. Je vous disais, j'avais commencé à en parler sur LinkedIn, et ça m'a valu, je crois, alors je suis jamais allé regarder parce que
déjà, j'ai pas le temps, mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'atteint. Et je comprends malheureusement que ça en atteigne d'autres, mais moi, il n'y a pas trop de sujets. Mais je crois que la seule fois où j'ai évoqué vraiment des expériences comme ça avec des célébrités dans l'entreprise de spectacle dans laquelle je travaillais, ça m'a valu de finir sur le Nurshi de LinkedIn. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Nurshi de LinkedIn, pour le résumer, c'est des mecs qui se sont rassemblés sur un groupe Facebook pour se foutre de la gueule. Alors ça, il n'y a pas de souci, on l'a tous fait avec des sujets. Des gens qui postent sur LinkedIn. Et donc, quand vous faites un post un peu comme ci ou un peu comme ça, c'est un peu leur exutoire, leur défouloir, et je trouve ça pas trop malsain tant que ça reste de la moquerie, de l'ironie, etc. Alors je dis pas que c'est bien, mais je vous dis, ça fait quand même moins mal au monde, à la société, que de faire d'autres saloperies. Par contre, là où c'est un peu chaud, c'est que je crois que, de ce que je sais, il y a des fois où ça glisse un peu, où ça devient légèrement haineux, et où vraiment il y a des gens qui mériteraient de se faire rencontrer en vrai, pour pas dire d'autres termes un peu plus hardcore, et de se prendre 2-3 mandales dans la gueule pour revenir à leur place de petit ado prépubère. Mais je crois que ça va encore, mais je sais pas, j'y ai jamais mis les pieds. Mais en tous les cas, ça me permet de vous faire une parenthèse pour ceux qui regarderaient et qui seraient susceptibles un jour de vouloir passer le cap et de créer eux-mêmes du contenu et d'aller s'exposer et tout. Les amis, allez-y en étant déjà blindés. Hein. C'est pas la peine de... Si vous êtes au bord du coma dès que quelqu'un vous répond mal, ou faites un travail sur vous. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que n'allez pas niquer votre vie, n'allez pas vous faire vraiment mal, si vous savez que ça va mal se passer, parce que de toute façon, même si au début ça se passe bien, il y a un jour où il y a des mecs énervés qui vont venir, c'est sûr. Et ils vont pas vous louper, surtout s'ils sentent, c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme les prédateurs un peu lâches. Alors ça peut être des humains comme certains animaux, mais je crois qu'il y a certains animaux qui attaqueront jamais un spécimen fort. Ils attaqueront toujours un spécimen faible, parce que c'est plus facile, parce que la dépense calorique pour l'abattre et pour pouvoir le manger, hein, pour faire simple, elle est la plus réduite possible, et c'est un jeu de dose. Et donc si on voit que vous êtes fébrile, vous serez de toute façon plus attaqué. Donc faites attention à vous avant de faire attention à ce que vous voulez faire. Moi, c'est vraiment... Maintenant, vous pouvez aussi vous blinder. Ça peut être un super sujet. D'ailleurs, je ne crois pas avoir déjà vu, pas comme si je cherchais toute la journée sur Internet, mais je ne crois pas avoir déjà vu, alors pas un cours, mais quelque chose qui aide à se blinder face aux haters. Alors déjà, la meilleure moyen de se blinder... haters, c'est un mot vraiment à la con, mais le meilleur moyen de se blinder face aux gens qui essayent d'être nuisibles sur Internet, c'est de se rendre compte de quel genre de spécimen on parle. Je ne vais pas m'enfoncer dans ce thème-là, mais je pense qu'il y a un gros truc à faire sur comment on blinde un esprit qui est fragile, c'est un mot un peu insolent, mais un esprit qui n'est pas encore préparé à la corrosivité, je ne sais pas si ça se dit, d'Internet. Comment on le prépare à ça? Comment on le désensibilise, en fait? C'est une question de désensibiliser un nerf. Une fois que votre nerf il est décédé, c'est comme les mecs qui font de la boxe taille et qui s'explosent les tibias dans les arbres ou avec des barres ou je sais pas comment. À la fin, ils peuvent rentrer des coups de latte dans n'importe quoi, ils sentent plus rien. En tout cas, moi, j'ai pas essayé, mais il paraît que c'est ça. Bah, c'est un peu ça, hein, en fait. Hein. Après, attention, hein, les gars, c'est pas un prérequis pour aller faire du contenu sur Internet. Allez-y, faites-vous plaisir, partagez, créez, etc. Mais je parle aux gens qui savent dès le départ que ça va être très dur pour eux et qui vont souffrir. Moi, ce que je veux pas, c'est que des gens souffrent alors qu'ils savent que ça va être le cas. Donc, oula, je perds mon chemin. On va fermer ce sujet. Là, vraiment, je vous le dis, c'est pour être honnête avec vous, je sais absolument plus où j'en étais. Je sais absolument pas de quoi je parlais avant. Je crois qu'il y a le mot storytelling qui revient dans ma tête, mais je crois qu'il y a de ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Ah oui, je parlais du Nurshi de LinkedIn. Waouh! Ok, donc on s'enfonçait dans différents tiroirs. Vous savez, c'est un peu comme dans Inception. On fait un rêve, et dans ce rêve, on se met à faire un autre rêve, etc., etc. Et plus on s'enfonce, plus on met du temps à remonter. Donc, je vous parlais d'une archi de LinkedIn où j'ai eu l'honneur de terminer parce que j'ai osé faire un post qui racontait une anecdote. Alors, c'est pas pour vous foutre la haine, hein, c'est juste pour vous partager ça. Une anecdote que j'ai eu la chance de vivre avec... alors, je sais pas si je vais l'appeler Hermione Granger ou Emma Watson, mais avec Emma Watson, donc, qui est une actrice que toute ma génération connaît, et je pense celle d'après aussi, qui est venue donc au Crazy avec des amis et avec qui on a passé un super moment et qui elle-même a passé un super moment en regardant notre spectacle. Et donc voilà, et donc j'avais fait un post très storytelling, oula, ça va toi? Ouais. Très storytellé, dans en plus les limites rédactionnelles de LinkedIn qui sont pas ouf, qui je crois étaient vraiment pas ouf à l'époque, enfin qui le sont toujours pas.
Donc avec une bride de caractère, etc., etc. Donc ce que je veux vous dire, c'est que le storytelling, c'est simplement l'art de savoir raconter des exploits en exploitant dans ce qui existe déjà, en tout cas si on se base sur du storytelling de réalité, en exploitant dans ce qui est disponible les meilleurs éléments, les meilleurs ingrédients pour une recette mémorable et qui frappe au moment où on la consomme, c'est tout. Quand on écoute votre histoire, quand on lit votre histoire, l'histoire que vous racontez, hein, pas forcément la vôtre à vous, on doit être marqué, on doit être ému dans un sens ou dans un autre. Hein. Ému, ça ne veut pas forcément dire se mettre à chialer du tout. Et on doit s'en rappeler. Il faut que vous mettiez des lianes mémotechniques, des moyens de s'agripper à des choses. Et pour moi, le must du must, comment on sait qu'un storytelling est réussi en dehors du fait qu'il impacte la mémoire à long terme de celui qui consomme l'histoire, c'est qu'on a, dès la fin de cette histoire, l'envie de la partager à notre tour à quelqu'un. Pourquoi pas en y ajoutant notre sauce. Alors des fois, il y a des gens qui ajoutent leur sauce dans une histoire et ils la défoncent. Donc voilà, c'était pour terminer avec le storytelling. Mais c'est intéressant parce que c'est un sujet... alors moi, j'ai un pote qui me titille. Alors ça va falloir que je fasse gaffe parce que lui, je vais finir par le citer à tous les épisodes. Mais j'ai un pote qui s'appelle Thomas Rivol, donc qui fait partie des Rivol Brothers, donc des frères Rivol, Thomas et Maxime Rivol. Mais Thomas, il me titille souvent parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'ambition de monter un business pas dans le storytelling, mais dans le story designing. Et d'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir me dire si ça vous intéresse ou pas, en tout cas si vous trouvez le sujet pertinent ou pas. Cette idée, cette trame, ce projet, c'était qu'en gros, moi j'avais identifié une espèce de nouvelle, pas de nouvelle compétence, mais un espèce de service un peu intéressant, donc qui découle du storytelling, hein, sinon il n'y aurait pas de lien avec tout ce que je viens de vous raconter. Et ce truc-là, ça s'appelle, c'est moi qui l'ai baptisé, peut-être que ça existe déjà, le story designing. Ce que j'entends par story designing, c'est qu'en fait, donc vous avez compris tout ce qu'est le storytelling, étant donné que je viens de passer 20 minutes à vous bassiner avec ça, mais il y a quelque chose de très important dans ce que je viens de vous dire, c'est de savoir bien choisir ces ingrédients, et évidemment, si on peut savoir aussi les mettre en valeur de la bonne manière, avec il y a tout un tas de prérequis, enfin pas de prérequis, mais de choses attendues, de leviers de succès, donc le rythme, l'émotion, l'impact, l'articulation, etc. Donc tout ça, évidemment, tout ce que je viens de vous dire, ça doit se retrouver dans n'importe quelle histoire. Et il y a une histoire que beaucoup de gens négligent alors qu'elle est fondamentale pour leur réussite, pour leur avenir et pour la trace qu'ils vont laisser, c'est leur histoire à eux, leur propre histoire. Et votre histoire, je vais vous dire votre histoire directement, elle a besoin de changer au cours de votre vie. Dans le sens où c'est pas parce que vous vivez plus qu'elle change et que c'est logique, ça c'est vrai, mais c'est parce qu'à certains moments de votre vie, vous avez besoin de... Alors c'est pas un bon mot, mais vous avez besoin de vous vendre, vous avez besoin d'expliquer qui vous êtes, vous avez besoin de raconter qui vous êtes. Et le mot raconter, il n'est pas innocent du tout. Et le fait de devoir raconter qui vous êtes a un objectif. Votre objectif, c'est pas juste de raconter pour raconter. Même si on se le cache, même si on essaie de le nier, il y a un objectif de succès, un objectif de conquête, un objectif de persuasion, un objectif de confiance. Il y a forcément un objectif quand vous racontez votre histoire. Ça peut être à une personne, à plusieurs personnes, à des gens qui vous connaissent déjà, à des gens qui vous connaissent à peine, à des gens qui vous connaissent pas du tout, à des gens qui vous aiment pas pour l'instant, etc. Vous avez compris, vous avez besoin de convaincre, vous avez besoin de faire plein de choses. Votre histoire est un énorme véhicule d'opportunités. Et j'ai toujours été assez fasciné sur le peu de capacité que la moyenne des gens ont à savoir manier leur propre histoire. Tout ça pour vous dire, le story designing, c'est l'art de façonner votre histoire à partir des ingrédients dont vous disposez, les vrais ingrédients de votre histoire, et l'art de le faire bien, et de réfléchir à quel élément on prend, quel élément on magnifie, quel élément on met en valeur, quel élément on va mettre en retrait, comment on articule, etc. etc. Et j'avais commencé à le faire avec quelques potes, chacun respectivement des gens qui devaient aller pitcher leur boîte en fonction de leur vécu, puisque c'était des boîtes qui étaient très liées à leurs problématiques à eux, de leurs problématiques d'humain. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Et donc j'en ai parlé à Thomas, mon pote Thomas Rivol, et qui m'a dit, mais mec, c'est là-dedans qu'il faut que tu lances un truc, il faut que tu formes les gens à faire ça, il faut que tu aides les gens à faire ça, etc. Évidemment, ça c'était juste avant que je déménage à Dubaï, mais c'est quelque chose que j'avais dans un coin de ma tête. Après, je m'étais un peu penché sur le sujet, j'avais commencé à essayer de considérer le marché, et là c'est peut-être à vous de venir me dire que je dis de la merde et que c'est pas vrai. J'avais estimé que le marché, en tout cas la taille du parc d'opportunités, était vraiment pas très très élevé. Je pense que c'était pas mal pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas trop enregistré par rapport aux dernières fois, parce que, bon, au pire, je trouverai des moments à couper, etc.
Je vous souhaite de passer une super semaine, enfin en tout cas peu importe quand vous regarderez cet épisode. Donc, j'espère que le cadre a été ok, j'espère que le son a été ok, j'espère que vous avez kiffé. Et surtout, allez-y, interagissez avec moi, envoyez-moi de la sauce, envoyez-moi du feedback et surtout envoyez-moi ce que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Et j'aimerais que dans les 2 prochains épisodes, au-delà des petits thèmes que je vous ai prévenus qu'on allait certainement aborder, je continue à faire évoluer ce format et peut-être à lui trouver une structure petit à petit, à lui trouver un plan et à lui trouver une raison d'être, c'est peut-être un grand mot, mais en tous les cas un objectif à servir et duquel se rapprocher progressivement en vous emmenant avec moi le plus possible. Prenez soin de vous, kiffez votre semaine, faites des choses, exécutez et on se reparle très vite. T'es encore là ? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment, si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin ? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.